Bonsoir, jeudi 1er juillet, le journal de TV78 pour faire le tour de l'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez, voici les titres. Double déplacement ministériel ce jeudi dans les Yvelines. Jean Castex était à Jambeville. Le Premier ministre a assisté à la dernière journée de séjour des jeunes engagés dans le service national universel. Dans le même temps, Jean-Baptiste Djebari est élu à Magny-les-Hameaux. Visite sous fond d'innovation en matière de route et de mobilité pour le ministre délégué au transport. Après le second tour des élections départementales, séance d'installation ce matin à Versailles pour la nouvelle assemblée. Pierre Bédier a été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de la collectivité. Les 12 vice-présidents ont été désignés avec quelques nouveaux visages, le détail à suivre. Et puis nous vous emmenons en balade à vélo à la fin de cette édition au gré de pistes balisées. La Vélocénie permet de relier l'Île-de-France au Mont-Saint-Michel. Un itinéraire de 450 km, nous en avons parcouru une partie en vallée de Chevreuse. Invité de cette édition, Yves Longchamp, nouveau président du Codeski, c'est le conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis à suivre le portrait de Lina, 14 ans, atteinte de trisomie 21. Nous la suivrons dans son parcours scolaire, une bataille de tous les instants pour réussir son projet professionnel. Jean Castex était donc ce jeudi 1er juillet à Jambeville, dans le nord des Yvelines. Le Premier ministre et Sarah El-Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, ont rencontré pendant 2 heures 180 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Tous ont participé volontairement à un séjour de 12 jours dans le cadre du service national universel. Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron, remontant à 2017 et lancée en 2019, a pour but de remplacer indirectement le service militaire en impliquant la jeunesse dans la vie de la nation. Le SNU devrait concerner à terme 400 000 jeunes par an en France. On écoute les participants présents sur place au micro de Mickaël Elmidoro. Moi, je me suis engagé parce que je voulais savoir c'est quoi le sens de l'engagement. Et j'ai vu c'était quoi le sens de l'engagement et j'ai vu sa valeur en même temps. Découvrir ce cadre militaire, un peu de groupe, parce qu'on vit quand même sous des tentes et sans cet esprit de cohésion et qu'on est un peu tous dans le même bateau, jamais on aurait créé de liens aussi forts aujourd'hui. C'était intéressant, on a appris plein de choses. C'était pas comme en cours où il y a un professeur qui fait le cours et nous on écrit. C'était vraiment basé sur l'échange et donc c'était beaucoup plus intéressant que vraiment juste en salle de classe. Dans le même temps, ce matin, Jean-Baptiste Djebari s'est lui rendu à Magny-les-Hameaux. Le ministre délégué en charge des transports était au groupe Colas. Le campus scientifique et technique de l'entreprise participe au développement des infrastructures routières. Les précisions de Nicolas Dandry. Ce sont les routes du futur, intelligentes, connectées avec une performance énergétique efficiente. Des infrastructures développées ici au campus scientifique et technique de Colas à Magny-les-Hameaux. Une centaine de collaborateurs engagés sur 3 sujets, la transition environnementale, la transformation énergétique et numérique. C'est le cas de ce passage piéton autonome en expérimentation à Mandelieu-la-Napoule, Nantes ou encore dans le 15e arrondissement de Paris. Ce passage piéton représenté par les bandes blanches est lumineux, une capacité en fait à pouvoir s'illuminer au moment du passage donc, d'un piéton qui est détecté de manière automatique par une caméra thermique. La deuxième techno qui est combinée, donc qui sont les surfaces noires, sont en fait des cellules photovoltaïques, ce qui permet donc de capter l'énergie solaire, de la transformer en énergie électrique et donc d'alimenter les bandes blanches en LED. En déplacement à Magny-les-Hameaux, le ministre délégué des Transports Jean-Baptiste Djebari a pu découvrir l'ensemble des innovations développées par Colas. Aujourd'hui était une bonne étape pour s'apercevoir à la fois de l'état de l'art sur le plan du développement technologique et puis de l'effort qui nous reste collectivement à faire avec les collectivités, les acteurs privés, les organismes de recherche, parce que cet effort avec l'État, il est évidemment partenarial et collectif. La présence du ministre, l'occasion pour les professionnels des infrastructures routières de rendre plusieurs propositions pour améliorer le déploiement des innovations. C'est simplifier et rendre accessible à un maximum de collectivités. On sait bien qu'aujourd'hui, sur le terrain, et bien souvent, tel maire de plus petites communes aussi assez souvent, s'il n'a pas la compétence intrinsèque dans son administration, eh bien, il n'est pas toujours au fait de ce qu'il peut faire, comment le financer. La poursuite du développement des innovations dans ce secteur, un travail collectif entre l'État, les collectivités, les grands groupes et les startups. Dans l'actualité également, l'installation du nouveau conseil départemental des Yvelines. Ce jeudi matin, les 42 conseillers élus dimanche dernier lors des élections départementales se sont rassemblés pour désigner président, vice-président et conseillers délégués. Une assemblée entièrement dévolue au groupe Ensemble pour les Yvelines qui a remporté la majorité des cantons, c'est-à-dire 21 cantons. Ensemble pour les Yvelines, c'est bien sûr la majorité de droite et du centre au département. Mélanie Poquet. C'est le dernier, Pierre Bédier.
Pierre Bédier est élu président du conseil départemental des Yvelines. Sans surprise, Pierre Bédier garde son fauteuil de président réélu avec 100% des voix du conseil. Dans son discours, l'élu du canton de Mantes-la-Jolie a mis en avant un département qui protège. C'est notre compétence première, la compétence sociale, et en particulier le RSA, à la fois la distribution du RSA, c'est donc le département qui finance, et qui finance aux grandes dames de ses propres finances, puisque l'État, qui devrait en théorie nous rembourser en totalité, ne le fait qu'aux 2/3 ou aux 3/4. Et nous avons aussi, à côté du RSA, la politique d'insertion. 12 vice-présidents ont aussi été élus lors de cette séance. Pierre Font reste premier vice-président, Marie-Hélène Aubert, Catherine Arnoux ou encore Joséphine Colmans-Berger sont aussi présentes. La maire de Plaisir avec Nicolas Dainville sont les seuls représentants de Saint-Quentin en Yvelines. 6 ans, ça passe très très vite. On a énormément travaillé avec mes collègues dans tous les secteurs et on a toujours la sensation qu'il y a des dossiers qui sont en cours qu'il faut terminer. Donc je remercie le président de sa confiance et de cette vice-présidence que je vais porter vraiment avec énergie. Des nouveaux élus et nouveaux vice-présidents âgés de seulement 26 ans, Geoffroy Bax de Kitting est élu 11e, Richard Delepierre, maire modem du Chénet-Rocancourt est 5e. C'est évidemment un grand honneur, mais après je suis très satisfait parce que ça va être un engagement. C'est vraiment derrière beaucoup d'actions qui vont être engagées au sein du département. Donc j'arrive directement par la grande porte et donc voilà, très satisfait. Et après il y a un peu d'appréhension évidemment. C'est la finalisation d'un accord politique. Le président avait souhaité élargir sa majorité départementale. Le MoDem a signé un accord avec le président et les résultats du scrutin nous ayant été favorables, le président a tenu ses engagements et je l'en remercie. Si les délégations seront officiellement attribuées lors de la prochaine séance du conseil départemental, celle de la santé devrait être attribuée à Laurent Richard. Richard Delepierre obtiendrait les mobilités, Geoffroy Bax de Kitting serait aux affaires sociales, Nicole Bristol aurait en charge l'environnement. Autre assemblée installée depuis quelques jours déjà, celle du Codeski, le conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines, l'instance de démocratie participative composée de membres bénévoles est repartie pour un mandat de 3 ans avec un nouveau président. Il est avec nous par visioconférence, Yves Longchamp, bonsoir. Bonsoir. Président donc du Codeski, je dis nouveau président parce que vous succédez à Yves Fouché qui était à la tête du conseil depuis 2016, mais vous avez déjà par le passé occupé cette fonction. Avant de parler de cette nouvelle assemblée qui a été installée, rappelons ce qu'est le Codeski. En quelque sorte, c'est une assemblée consultative qui est composée de citoyens saint-quentinois. Quelles sont ses missions au Codeski ? Alors, les missions, c'est d'accompagner, de nourrir la réflexion des élus avec une réflexion citoyenne. Plus précisément, une réflexion de citoyens et d'acteurs du territoire, d'acteurs économiques, sociaux, d'acteurs associatifs, et de simples citoyens qui ont été volontaires pour participer au Codeski à l'issue d'un appel à candidature et qui ont été sélectionnés pour avoir une assemblée de citoyens représentative en matière d'âge, évidemment une parité homme-femme et puis une représentativité aussi au niveau des territoires, au niveau des communes de Saint-Quentin en Yvelines. Des membres bénévoles et qui sont répartis en 4 collèges, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait. Donc il y a un collège vie associative, un collège vie économique et sociale, vie associative et démocratique. Un collège vie économique, donc un collège citoyen, et puis un collège de personnes qualifiées, donc des personnes qui ont une bonne connaissance du territoire et une envie de s'investir et qui ne rentrent pas dans les 3 catégories précédentes. Et vous le disiez, l'objectif c'est de nourrir la réflexion des élus de Saint-Quentin-en-Yvelines qui, eux, vont décider des politiques à mener. Alors il y a des exemples concrets qu'on peut donner de travaux récents de la part du Codeski, notamment un travail assez gros qui a été réalisé sur la jeunesse. Être jeune à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était l'un des axes de travail par le Codeski ces dernières années. Voilà, tout à fait. Ce travail est issu d'ailleurs d'une constatation que nous avons faite en analysant les besoins en matière d'habitat, dans le cadre du programme local de l'habitat. Nous avons constaté que les jeunes étaient de moins en moins nombreux à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc nous avons cherché à savoir pourquoi. Et nous les avons sondés sur 3 thématiques, l'habitat précisément,
les déplacements et puis la qualité de vie dans son ensemble. Et nous avons partagé les résultats de cette enquête avec les élus lors d'une rencontre élus Codeski qui a eu lieu en fin d'année, non pas dernière, mais celle d'avant, en fin 2019. Voilà, un exemple de travaux. On ne se contente pas d'être un organe de réflexion, mais on fait effectivement des actions concrètes pour alimenter notre réflexion. Et vous le disiez, cette dernière rencontre élue Codeski a eu lieu fin 2019. Est-ce que du coup la crise sanitaire a en quelque sorte, on va dire, impacté les activités du Codeski, le fait de pouvoir se réunir, de pouvoir travailler, ou finalement ces derniers mois ça ne s'est pas ressenti, vous vous êtes adapté aussi face à cette crise sanitaire? Alors un peu les deux, parce que en fait le Codeski avait terminé son mandat au mois de mars, donc on est en fait en début de crise sanitaire. Simplement, on a sur la vitesse acquise, il y a un certain nombre de groupes qui ont continué à fonctionner, notamment le groupe plan climat sur le climat, l'air, énergie territoriale, enfin ce qu'on appelle le plan climat, air, énergie territoriale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc nous avons poursuivi les travaux de ce groupe et nous avons effectivement converti entièrement nos travaux en mode visioconférence. Nous avons participé notamment à un projet de la coordination nationale des conseils de développement, donc entre des territoires, donc Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté urbaine dite GPSEO, donc de nord des Yvelines, et puis un certain nombre de conseils de développement dans les régions. Et donc nous avons échangé aussi avec ces conseils de développement sur cette même thématique de comment accélérer l'appropriation des enjeux des changements climatiques par les citoyens et par les acteurs. Et donc une nouvelle assemblée est installée, je le disais, pour 3 ans, mandat de 3 ans. Vous êtes du coup le nouveau président pour ce mandat de 3 ans. Il y avait 96 membres, il me semble, dans la précédente mandature. Combien de membres cette fois-ci pour le Codeski? Est-ce qu'il y a eu un renouvellement du coup des personnes présentes dans ce Codeski? Il y a eu un renouvellement très profond, parce qu'on est à peu près 75% de nouveaux membres. Le nombre de membres, c'est environ 80 ou 100 selon que l'on compte les membres titulaires ou également les membres suppléants. Parce que les acteurs du territoire, notamment les acteurs économiques, sont invités à désigner un binôme de membres titulaires et membres suppléants. Donc on est entre 80 et 100 selon la façon dont on compte. Et donc renouvelé à peu près à 75%. Beaucoup de renouvellement. Et il y avait un appel à candidature d'ailleurs qui avait été lancé en début d'année pour avoir de nouveaux membres au sein du Codeski, et ça avait eu un franc succès. Une dernière question, Yves Lonchamp. Quelle est la suite des événements à présent? Est-ce qu'il y a déjà des axes de travail qui ont été établis, ou justement ça va être l'objet des prochaines rencontres, des prochaines réunions pour le Codeski, établir justement les axes de travail pour les prochaines années? Voilà, c'est notre deuxième option. C'est-à-dire effectivement, nous allons établir les axes de travail à la rentrée. Nous avons eu hier donc une présentation des compétences de l'agglomération et des principaux projets par le directeur général des services, Harry Benakoun. Ça fait partie du mode de travail du Codeski, d'avoir accès à l'information de la part à la fois des élus et des services techniques de l'agglomération, l'information nécessaire pour que l'on puisse avoir une réflexion pertinente. Voilà, donc le directeur général des services nous a fait l'honneur et le plaisir de nous présenter ce panorama global. À partir de là, donc à la rentrée, nous aurons une nouvelle assemblée plénière pour définir les aspirations des membres en matière de sujets, de nous organiser, peut-être de nommer un bureau. Et dans l'intervalle, nous allons proposer à nos membres de s'informer. Nous mettons à leur disposition un outil de collaboratif pour échanger, et puis un ensemble d'informations sur les projets de l'agglomération et sur les réflexions passées du Codeski, de manière à ce qu'ils puissent s'informer pendant les vacances et revenir à la rentrée avec de très bonnes idées à partager. Et les téléspectateurs peuvent aussi retrouver sur le lien qui s'est affiché durant cet entretien, le lien du Codeski, notamment les dernières publications qui ont été établies par ce conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont vous êtes le président. Merci Yves Lonchamp d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation.
Le verdict de la cour criminelle de Versailles dans le procès pour viol d'une policière des Yvelines. Le pompier de Paris accusé dans cette affaire a été condamné mercredi à 12 ans de prison. L'homme de 39 ans avait avoué ses actes au juge mardi. Après de longues semaines où il les contestait, les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er février au 2 février 2020 au domicile de la fonctionnaire de police à Guyancourt. L'individu avait été rapidement interpellé par les forces de l'ordre grâce aux indices laissés derrière lui. Il a 10 jours pour faire appel de cette décision. Autre condamnation, celle de l'État qui devra verser 1 500 € à la famille d'un jeune homme pour fouille illégale à la prison pour mineurs de Porcheville. En 2018, cet adolescent de 14 ans à l'époque passe 15 jours de détention sur place. Pendant son séjour, 3 fouilles à nu lui seront imposées, une à son entrée et puis 2 par la suite. Si le juge a reconnu que la première fouille intégrale pouvait être justifiée, il a jugé en revanche les 2 autres illégales. La justice reconnaît le préjudice moral dont était victime le détenu et a estimé que l'administration pénitentiaire était coupable dans cette affaire. Une rencontre à présent dans ce journal avec Lina Moreau, qui est une jeune plaisiroise atteinte de trisomie 21. À 14 ans, elle est scolarisée au collège de Fontenelle-Fleury, dans un collège de Fontenelle-Fleury. Elle mène au quotidien de nombreuses batailles pour réussir son projet professionnel. Son portrait signé par Célia Gatsongo. À 14 ans, Lina fait ses devoirs toute seule, une tâche pas si simple pour cette jeune adolescente atteinte de trisomie 21. En classe de 4e, Lina a un emploi du temps bien chargé. Elle doit composer entre sa classe ordinaire et la classe Ulysse, unité localisée d'inclusion scolaire, des classes particulières avec très peu d'élèves et en situation de handicap. J'ai fait les maths et aussi j'ai fait des lectures et aussi écriture. Sa mère, toujours derrière elle en cas de besoin, voit sa fille progresser et prendre de l'autonomie. En sport, j'ai fait frisbee. Et t'as pas oublié un mot devant? J'ai fait... Les frisbees ou du frisbee. Du, c'est mieux. En maternelle, on lui donnait même pas des ciseaux parce qu'on pensait qu'elle savait pas découper, alors qu'elle savait le faire. En fait, c'est compliqué parce que les personnes ne croient pas forcément en elle, parce qu'il y a une trisomie 21 et qu'ils ne connaissent pas forcément. Lina suit aussi des cours en SECPA, des cours d'enseignement professionnel adaptés qui lui permettent de développer son projet professionnel, car à 14 ans, Lina sait déjà ce qu'elle veut faire. Cuisinière. J'ai fait tarte aux pommes, et des pizzas, et des quiches. Ça lui plaît et du coup ça devient un projet. Et puis là, elle l'a vraiment pris à son compte puisqu'elle veut ouvrir un restaurant, elle prépare des cartes de restaurant, donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Dans son collège à Fontenay-le-Fleury, l'enseignante Ulysse en charge de Lina lui fournit des apprentissages ciblés de niveau CE2 et plus encore, elle lui donne des exercices en lien avec son projet professionnel. Pour travailler la durée, je m'appuie sur la cuisson en cuisine. Pour travailler la monnaie, ça peut être sur des achats d'ingrédients. Lina est arrivée il y a 3 ans dans ce collège. Elle est suivie par la même enseignante pour créer un lien de confiance. Les besoins de Lina, c'est d'abord un accueil en salle de dispositifs individualisés. D'autres vont arriver, vont poser leur sac et hop. Lina, c'est vrai qu'elle a besoin que ce soit avec l'AESH ou avec moi, d'un bonjour individuel. Ensuite, tout ce qui est le langage, lui permettre de faire évoluer son lexique, les mots, d'exprimer ses émotions. Lina s'est rapidement fait des amis au sein de ce dispositif Ulysse. Lina, elle a beaucoup apporté au dispositif. C'est une personnalité vraiment... J'ai beaucoup appris, moi, en tant que professionnelle, j'ai appris beaucoup de Lina. En fin de 3e, la collégienne devra passer un diplôme, le certificat de formation générale, présentation d'un dossier sur un centre d'intérêt ou un stage, à l'oral pour pouvoir ensuite rentrer dans une Ulysse au lycée. Elle pourra continuer son apprentissage de la cuisine et décrocher d'ici là un diplôme dans la restauration. Culture, la 2e édition des menus Plaisir d'été est lancée, un projet initié l'année dernière par le Centre de musique baroque de Versailles. Particularité cette année, en plus de la Cité Royale, le spectacle s'exporte hors les murs, à Maurepas et à La Verrière, une manière d'aller à la rencontre du public. Le reportage de Justine Brasier. Menu Plaisir d'été, un événement à l'initiative du Centre de musique baroque de Versailles. Objectif, faire découvrir le panel d'art que représente la musique baroque, escrime, chant, danse, théâtre. Une dizaine d'artistes participent au projet.
quand on crée un spectacle et un opéra, derrière, il y a la machinerie, donc il y a des décors, il y a des costumes, il y a des danseurs, il y a des comédiens chanteurs, il y a des musiciens. Donc en fait, c'est pour montrer que c'est pas uniquement la musique et que derrière, il y a vraiment tout un tas de métiers et d'artistes qui permettent de faire ce spectacle. Un spectacle humoristique et participatif, objectif, faire découvrir et rendre accessible la musique baroque. Pour nous, c'est important de faire des petites choses participatives comme ça et de prouver en fait que par le rire, mais un rire élégant, un rire baroque, hein, qui est le rire du grand Molière, le Molière qui est sans doute celui qui nous fait le plus rire encore, de montrer qu'on peut participer et que véritablement toutes les générations peuvent accéder à ce répertoire. D'autres représentations auront lieu à Versailles. Particularité, le spectacle sera complété par des ateliers, décors, chants ou encore costumes. L'idée, rentrer dans les coulisses d'un spectacle baroque. Les gens découvrent les ateliers et ensuite, à l'issue de ces ateliers-là, ils découvrent le spectacle. Donc ils ont vu un petit peu les différents acteurs qu'il y aura ensuite dans le spectacle. Après 2 jours à Maurepas, les menus plaisirs d'été continuent à la Verrière pour un spectacle en plein air et du 10 au 14 juillet au Centre de musique baroque de Versailles. Et puis on referme ce journal sur la route du Mont-Saint-Michel. La Vélocénie permet de rejoindre le lieu depuis l'Île-de-France grâce à 450 km de pistes balisées. Dans le cadre de l'opération Mai à vélo, une délégation d'élus et d'associations organise un voyage de 5 jours pour promouvoir le vélo dans toutes ses dimensions. Célia Gatsongo et Juliette Prigent en ont profité. Elles se sont mises en selle pour un tronçon de 8 km en vallée de Chevreuse. Regardez. Nous sommes au plein cœur de la vallée de Chevreuse, à la maison de l'écomobilité à Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est ici que l'on peut emprunter la Vélocénie, un itinéraire cyclable de 450 km qui relie le Mont-Saint-Michel à Notre-Dame de Paris. Nous allons tester pour vous un tronçon de 8 km. C'est parti. Avec moi, la délégation de la Vélocénie, quelques élus et des représentants du club des villes et territoires cyclables. Ils vont parcourir la Vélocénie en entier pour promouvoir cet itinéraire vélo. Pour ce tronçon, nous partons de Saint-Rémy-les-Chevreuses, direction Choiseul. Et à peine 200 mètres parcourus, nous empruntons une piste cyclable. C'est plutôt agréable de ne pas croiser de voitures. Voilà, ça fait 3 km que je roule. Ici, on peut voir de nombreux paysages, dont derrière moi, le château de la Madeleine à Chevreuse. Notre périple se poursuit sur l'itinéraire de la Vélocénie. Nous alternons entre pistes et bandes cyclables. On a fait quasiment la moitié, 4 km, 4 km 5. Il y a des petits dénivelés, des fois, mais avec le vélo électrique, c'est plutôt sympa. Arrivé à Choiseul, l'occasion de faire une halte à l'auberge des Trois Hameaux et de discuter avec une représentante de la Vélocénie. On a pris le trajet de la Vélocénie pour organiser un voyage de 5 jours. Aujourd'hui, c'est notre 2e journée et on met en valeur en fait plein d'initiatives vélo, dont la Vélocénie en filigrane. On reprend le vélo, changement de vitesse, quelques côtes à monter pour arriver à La Ferté, un hameau de Choiseul. Devant nous, des maisons de pierre caractéristiques de ce village, quelques kilomètres encore et au loin notre destination, le château de Breteuil. Voilà, j'ai fini moi mon parcours des 8 km. Je me suis arrêtée au château de Breteuil que vous pouvez voir derrière moi. Sinon, vous pouvez continuer direction Rambouillet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.